L'air du temps. Il y a dans cette expression l'idée d'être à la mode, d'un air qui serait passager. Pourtant, en ce qui concerne l'air que nous respirons, les problèmes de pollution perdurent. Les partenaires du projet franco-italien Cher m'ont demandé d'aller à la rencontre des acteurs et des citoyens engagés, car cet air que nous partageons tous continue à nous préoccuper. C'est important de prendre soin de notre air parce que finalement on n'en a pas énormément. Lorsque l'on m'a proposé d'aller faire un état des lieux des mesures prises pour la préservation de notre air, j'ai d'abord reçu ceci. Les résultats de modélisation, où l'on voit distinctement les masses d'air polluées qui se déplacent, suivant les conditions météo, les vents, les saisons et les différentes températures. Une chose est sûre, notre air chargé de toutes ces particules que nous produisons de par nos activités humaines est constamment en mouvement. Me voici donc sur la route, en direction du sud de la France et le nord de l'Italie, pour essayer de suivre et comprendre le cheminement de cet air capricieux et ses conséquences, quitte à prendre de la hauteur. Après avoir traversé le Rhône et quelques agglomérations, ce vent me pousse vers les gorges du Verdon, considéré comme le plus beau canyon d'Europe, devenu un parc naturel protégé depuis 1990. Et là, je me pose une question, en admirant cette vue à 2 heures de route de Marseille. Cette impression de respirer un air sain, de prendre un bol d'air pur, est-ce bien une réalité ? On se rend bien compte que quand on veut améliorer la qualité de l'air très localement, par exemple à Marseille ou dans un autre centre urbain, c'est pas uniquement sur le centre-ville qu'il faut agir, il faut également agir sur les alentours, puisque finalement on va être dépendant également de toutes les émissions qui vont être autour et qui finalement vont être transportées. Et ce voyage au long cours des particules m'a été confirmé à Grenoble. On sait que par exemple en période de printemps, au moment des épandages agricoles, pourtant on n'a pas d'épandage important sur notre périmètre d'agglomération grenobloise, mais on reçoit de l'extérieur une partie importante de pollution et certains pics qu'on peut avoir à ces moments-là de l'année sont parfois dus à l'extérieur à des pratiques agricoles qui ne sont pas sur notre territoire. En clair, les centres urbains ne sont pas les seuls pollueurs et constat confirmé par le projet Cher, les polluants qui s'invitent dans notre air peuvent parcourir des centaines de kilomètres. Quoi qu'il en soit, je voulais en savoir plus sur les mesures prises en faveur de la diminution de la pollution atmosphérique. Car depuis 2013, l'OMS a déclaré cancérigène certain la pollution de l'air, qui est également responsable de millions de décès prématurés dans le monde. Évidemment, on pointe du doigt, notamment dans les villes, comme principale source de pollution, le trafic routier. Tout le monde s'accorde à dire que la solution consiste à diminuer le plus possible le nombre de véhicules et une solution qui passe, selon un sociologue conférencier spécialisé dans le climat, par l'incitation à prendre les transports en commun, mais sans être radical. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est d'encourager les gens à devenir de plus en plus multimodaux. Et de multimodaux, c'est-à-dire, oui, sur certains trajets, je veux utiliser ma voiture, je vais aller dans une grande surface, je vais prendre 20 kilos de course. Je ne reviendrai pas en bus, c'est trop difficile, quoi. Donc là, je vais prendre ma voiture. L'idée, en fait, c'est d'amener les gens à être un peu plus stratégiques dans leur choix au quotidien. Et de dire que c'est pas parce que le lundi, je prends ma voiture que le mardi, je suis obligé de la prendre. Mais ça, c'est difficile parce que sociologiquement, c'est là qu'on rentre vraiment dans la vraie sociologie, puis même la psychologie, pour moi, c'est que ça demande aux gens de briser leurs habitudes et d'en acquérir d'autres, et ça, c'est difficile. J'ai fait des études sur la mobilité. Mais je peux vous dire que ce qui fonctionne très bien dans la tête des gens, on parle de représentation, là, c'est je suis dans une voiture, pris dans un bouchon, et à côté de moi, il y a un bus qui me dépasse. Et là, on se dit que peut-être le bus, c'est pas une mauvaise chose. Grenoble et sa métropole qui ont consulté dernièrement leurs habitants pour proposer une nouveauté dans un futur proche, le métro-câble ou télécabine horizontale urbain, ce qui constituerait une grande première en France. Celui-ci permettrait d'enjamber 2 rivières et traverserait la ville pour contribuer à désengorger l'agglomération. À un peu moins de 3 heures de route d'ici, il y a la 4e plus grande ville d'Italie qui possède la même particularité géographique que Grenoble, elle aussi entourée de montagnes où cette pollution atmosphérique stagne et pose problème. À Turin, la municipalité a créé depuis quelques années une zone de trafic limitée pour le centre-ville. Nous sommes dans une zone centrale de notre ville. Une zone qui est interdite au trafic de certains véhicules et limitée à la circulation des véhicules les plus polluants. Elle limite aussi à certains horaires la circulation de tous les véhicules des non-résidents. Ceci est une forme de congestion-charge qui a limité l'accès à la zone centrale
et en fait a encouragé au cours des années l'utilisation des transports publics. Si nous voulons améliorer les conditions de vie sur notre planète, je pense que l'on devrait commencer par la base, commencer par les communautés locales. Les résultats les plus positifs se trouvent dans les villes qui sont actives. En remontant plus au nord, je me rends compte que notre air que nous suivons dans la vallée d'Aoste, s'il charrie des polluants avec lui, peut avoir aussi une incidence sur la dégradation du patrimoine. Car l'activité des hommes n'est jamais loin. Ici, nous sommes assis sur combien de siècles d'histoire, ici à Aoste? Ici, nous sommes assis sur la base d'un habitat urbain qui a été construit en 25 avant Jésus-Christ, il y a plus de 20 siècles. Disons qu'à Aoste, la réduction de l'activité associée à la métallurgie, comme l'arrêt de l'entreprise Cogne Nationale et l'introduction du chauffage au gaz naturel, nous a permis au cours des années de diminuer considérablement la pollution. Effectivement, j'avais entendu parler du téléchauffage ou d'un chauffage urbain propre. C'est à Turin qu'il y a le plus grand système de chauffage urbain électrique et thermique d'Italie qui alimente la moitié de la population de Turin, soit 500 000 personnes. La ville de Turin, aujourd'hui, a le système de téléchauffage le plus grand d'Italie. Beaucoup de villes en Italie et dans le nord de l'Europe utilisent le système de téléchauffage. Le nôtre en particulier est un système qui utilise la cogénération, électricité et chauffage, le tout à base de méthane. Le citoyen n'a plus de chaudière dans son logement. Il n'y a plus de coûts associés à l'entretien et à la manutention de la chaudière. Normalement, d'un point de vue économique, c'est un allègement de l'ordre de 5 à 8% sur le coût d'utilisation d'une chaudière à gaz. La cogénération, au prorata des effets, au prorata de la production électrique et thermique, utilise moins d'énergie entrante. En utilisant moins de combustible, elle émet moins de particules. En remontant près de la frontière, je me dirige vers le tunnel du Mont Blanc, où des mesures de restriction de circulation sont imposées aux poids lourds depuis une loi régionale datant de 1994, avec un seuil maximal de poids lourds autorisés à circuler et des normes anti-pollution draconiennes. Il existe une surveillance très approfondie de la circulation par la Société de gestion du tunnel. Aujourd'hui, en 2015, plus de 85% des véhicules lourds traversant le tunnel font partie des catégories les plus évoluées qui ont la plus faible émission de polluants. Et l'une des infrastructures qui caractérise le plus la vallée est l'axe frontalier. Les résultats positifs de la baisse des émissions et des concentrations au tunnel du Mont Blanc ont un impact également sur le reste de la région. Je traverse maintenant les Alpes et me voilà revenu en France, en Haute-Savoie, avec une vallée qui a la réputation d'être la plus polluée dans l'Hexagone, car très circulante. On parle de 10 000 véhicules jour sur certains axes routiers. Tout le monde parlait de ces poids lourds qui montaient sur la vallée de Chamonix pour passer le tunnel du Mont Blanc, qui est ouvert depuis 1960. Je me suis rendu compte sur un organigramme que les poids lourds représentaient que 4% de la pollution de la vallée de l'Arve. 4%. Quel est le plus gros pourvoyeur? Eh bien justement, le plus gros pourvoyeur, ce sont les maisons d'habitation. On s'est rendu compte qu'une cheminée traditionnelle, 85% de la chaleur est dans la cheminée et 15% est dans la maison. Et quand vous discutez avec des professionnels, vous vous rendez compte que le poêle, c'est le contraire. J'ai gagné quasiment 2,5 degrés en chauffage, en chaleur, et surtout en rapidité de chaleur. Bon, il y a peut-être des régions en France qui sont moins polluées que les nôtres, sûrement, j'espère en tout cas. Mais bon, nous, on est dans une région difficile et il faut quand même qu'on fasse l'effort d'être les premiers à réagir, quoi, parce que c'est important. Ce Haut-Savoyard, chaleureux et concerné, comme vous avez pu le constater, a bénéficié de l'aide du Fonds Herbois pour financer son poêle, une aide qui fait partie du plan de protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arve. Et cette conversation m'a fait prendre conscience que le polluant le plus critique n'est pas toujours celui que l'on croit. Et aux feux de cheminée, qui peuvent contaminer l'air de toute une région, surtout en période hivernale, il faut ajouter une autre pratique qui contribue aussi à cette pollution atmosphérique, l'écobuage ou les feux de végétaux. Interdit par la loi depuis des années, et pourtant,
tout au long de ma route, j'ai pu constater que cette tradition ancestrale se pratique toujours, alors qu'il existe des solutions développées notamment en milieu rural dans la métropole de Chambéry. On a acheté donc trois broyeurs, je dirais thermiques, justement pour mettre à disposition de groupements de communes dans l'intérêt de faire du broyat, mais aussi dans l'intérêt effectivement d'éviter le brûlage. Du coup, ce broyage a servi d'abord dans les communes et on a essayé ensuite de l'étendre à la population. Moi, je prends l'exemple sur ma commune. Au début, donc on nous amenait le broyeur. Si ce n'est que le broyeur, il faut l'amener chez des particuliers. Et j'ai rajouté un service complémentaire pour que ça fonctionne. C'est-à-dire que moi, j'amène maintenant le broyeur, mes services techniques amènent chez les gens, pour que derrière, on puisse impulser cette dynamique. Et je vois qu'il y a beaucoup de mairies qui ont fait dans ce sens-là. On peut économiser, donc en termes d'énergie, de carburant pour descendre dans la déchetterie. On économise en eau, puisque le broyat garde l'humidité au pied des plantes. Et ensuite, en économie de temps de travail, puisque l'herbe ne pousse plus au pied des fleurs. Rien ne se perd, pas de rejet dans l'atmosphère, c'est tout bénéfice, économie d'effort. Que peut-on ajouter ? Je laisse le Mont Blanc derrière moi pour suivre un autre courant d'air qui m'amène le long des Alpes-Maritimes jusqu'au bord de la mer, à Nice, où l'on présage déjà le futur en étant l'une des 5 premières smart cities dans le monde, au même titre que Londres et Barcelone. La capitale de la Côte d'Azur a connecté un réseau de près de 3000 capteurs fixes ou mobiles qui recueillent en particulier des données sur la qualité de l'air. L'intérêt d'avoir ces données, c'est pas seulement de récupérer des données et de faire un état des lieux, c'est d'avoir une aide à la décision. Avec IBM, justement, on a un projet de centre d'excellence qui va nous permettre d'arriver à ces arbres décisionnels extrêmement précis pour la régulation des feux tricolores, la régulation de la circulation. On va avertir les automobilistes par des panneaux variables ou des alertes SMS pour leur dire cette zone-là, il ne faut pas y aller. Et à Marseille, la cité phocéenne s'active, se mobilise pour identifier et combattre un ennemi de toute petite taille, extrêmement nuisible pour notre santé. On est dans un nuage de particules ici, même si on ne les voit pas. On dirait pas. Et donc justement, tout l'enjeu, c'est de réussir justement à les capter et à pouvoir les mesurer. On va essayer au-delà de pouvoir mesurer et de quantifier la quantité de particules qu'on a, essayer de caractériser ces particules pour pouvoir remonter à leurs origines. Il y a des outils d'aide à la décision de plus en plus sophistiqués pour pouvoir agir. Et si on arrive finalement à prendre des actions concertées sur l'ensemble des territoires, sur l'ensemble des territoires frontaliers, on va pouvoir améliorer la qualité de l'air sur l'ensemble du territoire. Je sens bien que les décisions des pouvoirs publics doivent être coordonnées à notre prise de conscience individuelle. Bousculer, changer nos habitudes n'est pas si simple, mais les bons réflexes sont ceux qui sont pris le plus tôt possible. Et justement, un programme, L'air et moi, a été créé pour sensibiliser dans les écoles les enfants. Nos enfants. Ceux qui seront les acteurs demain de notre société. L'air et moi, c'est un ensemble d'outils pédagogiques qui sont gratuits et qui vont être utilisés par les enseignants, les animateurs et les parents pour sensibiliser à la qualité de l'air. Et c'est épatant. Les enfants se prennent au jeu avec des personnages de BD originaux, des vidéos qui ont vocation à s'exporter d'ailleurs. Alors, dans le cadre du projet européen, on a réalisé plus de 10 formations de formateurs en France, en Italie, que ce soit en Rhône-Alpes, en Vallée d'Aoste et en Piémont, en PACA, pour justement former un réseau d'animateurs, d'enseignants et de personnes qualifiées pour que eux s'emparent des supports L'air et moi et puissent être les ambassadeurs de la sensibilisation à la qualité de l'air sur leur territoire. Moi, je souffre d'asma, il polline dei fiori e anche i gas fanno venire l'allergia. On va plutôt utiliser le pédibus, le covoitural, les transports en commun. Je dis à ma maman d'aller à lavorare, à travailler à pied et comme ça, elle ne pollue pas l'air parce qu'elle ne prend pas la machine. On peut faire du vélo ou de la trottinette, des trucs qui fonctionnent avec nos jambes. La sagesse n'attend pas le nombre des années, n'est-ce pas ? Ainsi s'achève ce voyage et nous l'avons vu, des solutions existent et profitent à tous, à chacun de nous.
scientifiques, élus, décideurs, citoyens, de nous en emparer pour améliorer cet air si précieux que nous partageons tous.